Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Donald Trump revient au pouvoir. Ce qui se passe ici est énorme. Les démocrates essuient une défaite assez inattendue. Je vous l'avais dit qu'on y arriverait. Le candidat n'est pas très loin d'avoir les pleins pouvoirs. On va make America great again. Auchan et Michelin viennent d'annoncer la suppression de milliers de postes. Catastrophique. Ça va laisser beaucoup de salariés dans la difficulté, de familles. C'est choquant, scandale. Je posais la question, est-ce que Trump a gagné parce qu'il était un homme? Très brutal, on reste sous choc. Il y a un rapport effectivement particulier de l'Amérique aux hommes. Je ne suis pas votre secrétaire. La secrétaire de qui est là? Kamala Harris, qui était non seulement une femme, mais en plus noire. L'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Et voilà, on est ensemble jusqu'à 14h pour Poulain sans réserve, et c'est toute la semaine qu'on se retrouve sur Sud Radio de midi à 14h, 0826 300 300 le standard. Aujourd'hui, on va parler des plans sociaux, Michelin, Auchan, les pompes à chaleur, et partout en France, ces plans sociaux qui se profilent avec Thibaut Droma, rédacteur en chef à Challenge, qui sera notre invité. On va ensuite avoir André Berkoff, et oui, vous aurez quand même un peu André aujourd'hui, qui est en direct des États-Unis pour parler de l'ambiance là-bas, mais aussi de l'ambiance ici. Est-ce que les gens qui ont été choqués à l'élection de Donald Trump arrivent à s'en remettre ou non? Et puis notre invité à 13h sera Patrick Eudeline, musicien, clochard magnifique, on dira-t-on, du tout Paris. Vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas. Incroyable témoignage des années du Paris punk et rock'n'roll, auteur de Perdu pour la France aux éditions Séguier. À tout de suite dans Poulain sans réserve. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Et notre invité dans cette première heure est Thibaut Droma, rédacteur en chef à Challenge, pour parler des plans sociaux nombreux annoncés par Michelin, mais aussi Auchan. On parle pour Michelin de la suppression de 3700 emplois. Pour Auchan, eh bien, il est question de 2389 emplois, voire plus. Sophie Binet, qui est secrétaire générale de la CGT, annonce, elle, le début d'une violente saignée industrielle. Bonjour Thibaut Droma. Bonjour. Comment expliquer ces annonces en cascade de plans sociaux qui inquiètent à la fois les syndicats, mais aussi les Français? Que se passe-t-il au-delà de la dette stratosphérique de l'État? Est-ce que l'économie française va mal? L'économie française va pas très bien. Là, les deux exemples que vous avez pris sont assez symptomatiques d'un retournement des marchés. Maintenant, les raisons sont différentes dans les deux cas. Hein. Vous avez du côté de Michelin, c'est intéressant, vraiment les conséquences. Là, on est sur un sujet de mondialisation et de compétitivité française et européenne. Donc, avec vraiment un décalage très net de la compétitivité entre les coûts de production français et les coûts de production asiatiques, hein, pour les pneus, c'est très clair. Un chiffre pour que vos auditeurs comprennent bien, hein, en 2019, pour une base 100 de coûts de production en Asie, on était déjà à 130 € en France. 5 ans plus tard, on se retrouve à 195 € en France pour toujours une base 100 en Asie. Donc vous avez quasiment un rapport du simple au double. Les usines françaises de Michelin ne sont plus assez compétitives et Michelin en a tiré les leçons. Une fois qu'on a dit ça, Auchan, on n'est pas tout à fait sur le même sujet. Auchan, c'est plutôt un sujet, parce que Auchan, il n'y a pas de délocalisation. Auchan, on est sur un marché intérieur de consommation classique et les concurrents d'Auchan qui sont français se portent vraiment beaucoup mieux que Auchan lui-même. J'en veux pour preuve les résultats de Leclerc ou des coopératives comme Système U et même du groupe coté qui est Carrefour. Auchan, c'est plus un sujet d'inflation. Le groupe a pas su gérer l'inflation alimentaire. Hein. Je rappelle que c'est plus 20% d'inflation alimentaire en 2 ans. Auchan n'a pas investi dans les prix. Auchan il reste 7% plus cher que Leclerc. Donc là, il y a un problème de stratégie et qui est très différent de Michelin. Mais ça révèle une stratégie qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. 6 dirigeants en 8 ans pour Auchan, donc une instabilité de gouvernance qui n'aide pas à prendre des décisions. Aujourd'hui, ça fait mal, c'est vrai, vous le disiez, 2400 postes qui touchent à la fois des cadres, les entrepôts, ils ferment 3 hypermarchés. C'est ça.
Voilà, et ils vont réduire, on en reparlera peut-être, la surface des magasins. Parce que la deuxième explication, c'est celle-ci, c'est que aujourd'hui, le tout sous le même toit, les grands hyper de 20 000 m2 comme celui de Vélizy 2, ne correspond plus aux attentes des consommateurs. Les gens ne veulent plus faire leurs courses dans des usines de consommation. Ils préfèrent les magasins de proximité plus petits et parfois même plus compétitifs en termes de prix. Vous voulez dire que c'est la fin des zones commerciales, des hypermarchés? On va revenir à des commerces de proximité et en parallèle aussi le commerce sur Internet? Oui, alors vous avez raison, il y a deux formes de concurrence. Il y a le commerçant en ligne. Alors pour l'alimentaire, ça fonctionne pas encore très bien, puisque ça suppose une logistique quand même très aboutie. En revanche, pour le non-alimentaire, ça, on sait à quel point c'est efficace, et Auchan en fait les frais. D'ailleurs, ils ferment des rayons de non-alimentaire dans ces hypermarchés, c'est la première chose qu'ils vont faire. Et puis, les grands hypermarchés n'ont plus vraiment la cote. Les grands hypermarchés d'extérieur au centre-ville, c'est vrai que ces grandes surfaces ça ne plaisent plus aux consommateurs. Et d'ailleurs, Carrefour, il y a déjà 10 ans, avait commencé à réduire ces hypermarchés. Ce que veut faire Auchan, ils vont réduire les hypermarchés de 190 000 m2 dans 60 hyper. Et d'ailleurs, c'est pas une mauvaise idée. Ils sont propriétaires des surfaces et ils vont les relouer. Donc, en soi, c'est une opération qui peut être intéressante. Seulement, elle intervient très tardivement par rapport aux concurrents. Elle intervient, je vous disais, près de 10 ans après le Carrefour. Casino l'a fait aussi. Oui, on assiste à des changements de consommation. C'est une certitude. Et pour ça, il faut que les opérateurs s'adaptent et s'adaptent en permanence. Auchan a été manifestement trop lent. Mais ces adaptations, elles se font au prix de l'emploi, on le voit avec ces suppressions d'emplois. Et c'est Marianne, cette semaine, qui expliquait que ces entreprises, Auchan, Michelin, ont touché beaucoup d'argent public. Pour Michelin, au nom du crédit impôt recherche, c'était 55 millions. Le CICE, 65 millions depuis 2013, 12 millions pour le chômage partiel en 2020. Auchan, c'est plus de 80 millions par an entre 2013 et 2018 au titre du CICE, ce qui fait quasiment 500 millions d'euros. Pourquoi nous avons financé finalement ces entreprises qui arrivent à faire maintenant du chômage et pas de créer des emplois? Oui, c'est vrai. C'est vrai que ces entreprises ont touché de l'argent et on peut en être tout à fait scandalisé. C'est tout à fait légitime de se poser en tout cas la question. Premièrement, un plan social, c'est un coût. Les entreprises ne le font pas avec plaisir. C'est jamais un patron n'a jamais n'a jamais en tête de le faire par plaisir. Ça coûte 330 millions d'euros quand même pour Michelin ce plan social. Premièrement. Deuxièmement, Michelin va supprimer des emplois et Auchan également, mais ils vont réembaucher par ailleurs. C'est-à-dire que Michelin a quand même cette tradition d'assez bien gérer ces suppressions d'emplois, aussi douloureuses soient-elles. Ils ont des projets de création d'emplois en France, notamment, je ne sais pas si vous l'avez en tête, le parc Cataroux qui a Clermont-Ferrand, le siège historique de Michelin. Ils vont le transformer en incubateur, en centre de recherche. Ils vont créer 1000 emplois. Ce qui change, c'est que la France perd des emplois industriels, perd des emplois de production, mais dans la balance nette, au final, en tout cas pour Michelin, c'est pas certain qu'on soit en solde négatif, parce que Michelin va faire de la France son hub mondial de recherche et développement. Oui. Donc on va avoir des postes de cadres, d'ingénieurs, de recherche, mais c'est vrai qu'on n'aura plus ces postes de moins en moins de postes d'emploi industriel, d'emploi de production. Et c'est vrai que les entreprises avaient touché de l'argent. Et là, il y a un sujet politique derrière. Est-ce qu'il faut qu'elles le remboursent ? Alors, déjà pour Michelin, il faut souligner que son siège social reste en France, à Clermont-Ferrand, donc c'est quand même important. Mais il y a Auchan aussi, d'ailleurs. Oui, et Auchan aussi, même si la famille Mullier a utilisé quand même la Belgique comme un havre de protection fiscale, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme ces entreprises décident de délocaliser leur siège social, puisque ce sont des multinationales, comme vous le faisiez remarquer en introduction, et donc finalement à terme la France est un pays comme un autre dans la stratégie de ces entreprises?
La question peut se poser. Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour ni pour l'une ni pour l'autre. En tout cas, pas Auchan, ça c'est certain, parce que il y a un siège en France. Il n'y a pas de volonté de délocalisation. Auchan a même décidé la semaine dernière de céder sa filiale en Russie. Et la consommation, pour le coup, il n'y a pas ce risque de délocalisation. Pour Michelin, ça pourrait être tentant, mais Michelin, c'est quand même une entreprise à l'origine familiale, très attachée à ses racines clermontoises. Je ne le vois pas. Mais la question peut se poser pour d'autres entreprises du CAC 40, pour d'autres géants du CAC 40. Certaines le sont déjà à l'étranger. Schneider Electric, le siège est parti, par exemple. Donc la question mérite d'être posée. Les frais de siège sont importants en France, et c'est vrai que ça pourrait arriver. En l'occurrence, pour les deux entreprises qu'on a citées, qui sont assez symptomatiques des gros plans sociaux de cet automne, le sujet est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Il y a aussi une autre question qui a été soulevée d'ailleurs par les députés du NFP insoumis. C'est les sommes des dividendes et des rachats d'actions. Alors en 2020, pour Michelin, c'était 456 millions d'euros, 410 millions en 2021. Et elles ont doublé en 2022, 923 millions. Et l'annonce de Michelin, c'était porter ces sommes de dividendes et de rachats d'actions à 1,464 milliards d'euros en 2024. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une sorte de captation de la richesse par les actionnaires via les dividendes, le rachat d'actions, et qui ne va pas aux travailleurs? On peut le voir comme ça, mais on peut aussi considérer qu'une entreprise qui est cotée, elle a besoin de rémunérer le risque, et elle a besoin de rémunérer l'investisseur qui prend les risques d'investir dans cette entreprise. Et donc, à un moment donné, il y a besoin d'un retour sur investissement. On peut effectivement encadrer davantage. Doubler les dividendes. Oui, je suis d'accord. On peut effectivement encadrer le rachat d'actions, on peut faire en sorte qu'il soit effectivement un peu plus taxé pour qu'il y ait un plus juste retour des dividendes. Pour ce qui est de Michelin, Michelin, je rappelle, a lancé il y a 6 mois, sous la présidence de Florent Médégo, son PDG, le principe de salaire décent. Je rappelle, le principe de salaire décent, c'était considérer qu'il y ait un salaire minimum qui s'applique dans toutes les filiales de Michelin et qui soit au-dessus du salaire minimal dans chaque pays. Toutes les entreprises, toutes les multinationales n'ont pas cette culture-là du salaire décent et de la juste rétribution. Voilà, oui. Et puis Michelin rémunère aussi ses salariés. Il rémunère ses actionnaires, mais il rémunère ses salariés qui sont aussi actionnaires de l'entreprise. Les chiffres que vous citez sont choquants, et ils sont choquants quand ils sont surtout effectivement mis en face de tels plans sociaux, c'est certain. Mais on n'a pas affaire à des entreprises voyous. Moi, je tiens à le dire. Auchan n'est pas une entreprise cotée, donc la question se pose moins. La holding d'Auchan perd de l'argent aujourd'hui, donc la question du partage des dividendes se pose plus. Mais de la même façon, Auchan a une politique salariale et sociale qui est très avantageuse. On a souvent parlé de la caissière Auchan et de son 16e mois d'intéressement et de participation. C'est moins le cas maintenant que Auchan est en difficulté, mais pendant des années, la famille Mullier, qui, je rappelle, est héritière du catholicisme social et de ces valeurs-là, a fait en sorte que les salariés touchent et soient rétribués aussi et touchent une partie des dividendes de l'entreprise. On va revenir sur cette déclaration de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. C'était dans une interview ce week-end à la Tribune du Dimanche, où elle parle d'une violente saignée industrielle. Elle dit qu'on estime que plus de 150 000 emplois vont disparaître, probablement plus, puisqu'elle pronostique un effet domino du fait de ces suppressions d'emplois au sein des grandes entreprises via les sous-traitants. Est-ce que ces chiffres sont exacts? Est-ce qu'il y a là un réel risque d'effet domino? Ah oui, là, elle a raison. Ce ne sont pas ses chiffres à elle, ce sont les chiffres de l'OCDE notamment. Il y a déjà eu 180 plans sociaux depuis le mois de septembre et on prévoit effectivement 150 000 pertes d'emplois, notamment dans les petites et moyennes entreprises
à horizon de 10 à 12 mois, il y a un chômage qui est aujourd'hui à 7,2, 7,3, qui serait autour de 8% à la fin de l'année 2025. Donc oui, là il y a un risque aujourd'hui conjoncturel d'aggravation sur le marché de l'emploi, c'est très net. Depuis plusieurs trimestres, il y a un désinvestissement des entreprises et ça se ressent. Effectivement, la conjoncture n'est pas bonne et il y a un retournement. Là où on est arrivé à un chômage à 7%, qui était une position un peu record depuis plusieurs dizaines d'années. Effectivement, l'inquiétude de Sophie Binet est tout à fait légitime. Elle a raison de s'inquiéter puisque effectivement les chiffres, les prévisions sont pas bonnes. Eh bien, on a de quoi tous s'inquiéter en réalité. C'est vrai que le bilan depuis 7 ans n'est pas bon. Et même le chômage qui était censé être bon, eh bien, les chiffres vont sans doute remonter. Merci beaucoup Thibaut Dromard, rédacteur en chef à Challenge, d'avoir répondu à nos questions sur l'état catastrophique de l'économie française. On se retrouve dans un instant, pour savoir quel jour férié il faudrait supprimer pour sauver le pays, vu qu'on est maintenant dans une catastrophe annoncée. Allez, vous avez d'ailleurs répondu, vous avez encore le temps de répondre au sondage sur le site et le Twitter de Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Ah là, ça y est, ça revient. On va faire le forcing, le gouvernement et tous ceux qui voudraient qu'on travaille plus, parce que oui, les Français, vous ne le savez pas, mais vous êtes feignants. Eh bien, ça revient. Quel jour férié faudrait-il supprimer? On a fait un sondage en ligne sur X et sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Vous avez été plus de 477 à répondre. Alors, visiblement, ça se tire la bourre entre le 1er mai et le 15 août, s'il faudrait supprimer un jour férié. Le 1er janvier, on le garde. Le 11 novembre, on le garde. Et pourtant, la question se pose visiblement, à la fois le service public, mais aussi Jean-François Copé, maire de Meaux, qui était hier dans les médias, puisque c'était le 11 novembre, à qui on posait la question de ce fameux jour férié qu'il faudrait supprimer. On l'écoute. Il n'y a jamais de bon jour férié à supprimer. On n'a pas besoin d'un jour férié pour commémorer. Il y a 1000 manières de commémorer sans pour autant ne pas travailler. Ou alors ça veut dire que nous avons 65 millions de Français qui sont au pied des monuments aux morts le 11 novembre. Ça se saurait. Le 14 juillet, tout ça je peux l'entendre, mais en réalité, il me semble que le jour férié, c'est une manière de faire des économies dans un pays qui a besoin de dépenser beaucoup pour préserver notre modèle social. Il faut effectivement travailler plus. Ah oui, il faut travailler plus, nous dit le maire de Meaux. C'est vrai. Et le jour férié, c'est pour faire des économies. C'est pas pour se reposer. C'est pas comme si il avait fallu se battre. Il avait fallu que des milliers de Français meurent dans les tranchées. C'est pas comme si il y avait, le 14 juillet. Qu'est-ce qu'on fait? On célèbre ou on travaille? On travaille, évidemment. On pourrait travailler tout le temps. Mais je crois qu'en réalité, les Français sont plutôt contre cette idée. On a eu la Pentecôte, rappelez-vous. C'était après la canicule. Ce jour férié supprimé, ou pas, ça dépend un peu de où vous travaillez, pour solidarité. Et bien là encore, le coût de la solidarité arrive parce qu'il ne faudrait surtout pas trouver de nouveaux impôts et les Français doivent travailler plus. Après le jour férié, ce sera le mois d'août, bien sûr, beaucoup trop long. Et puis après, ce sera la retraite, 65, 67, 70 ans. À quel âge faut-il arrêter de travailler? Jamais, diront certains. Évidemment, avec ce genre de politiciens, on peut aller très loin dans la suppression des jours fériés et n'avoir plus rien, alors qu'on s'est battu quand même pour avoir ces jours fériés. Rappelez-vous, et les congés payés, la chance que ça a été. Eh bien, le débat revient et vous pouvez continuer de voter encore sur le sondage sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Alors notre invité, vous le connaissez bien puisqu'il s'agit d'André Berkoff. Bonjour André. Bonjour Alexis. Alors en direct des États-Unis, vous êtes où exactement? À Washington, dans le cœur du réacteur. Je suis arrivé dimanche. Et je dois dire que ça bruisse. Vous savez, Alexis, ce qui est intéressant, on le sait, mais on ne le sait pas, c'est que tout est à Washington. Non seulement la Banque mondiale, non seulement le FMI, le Fonds monétaire international qui nous guette, non seulement la Maison Blanche, le Capitole, etc., mais la CIA, le FBI... et pas très loin le Pentagone. Donc tout est là et dans cette atmosphère de calme avant la tempête, c'est intéressant à suivre. Parce que évidemment, Donald Trump a été élu.
Mais l'investiture n'est qu'en janvier. Et d'ici là, on a l'impression qu'il y a ce qu'on pourrait appeler l'État profond qui s'inquiète. On a vu Mike Pompeo qui ne sera pas repris dans l'équipe de Trump, Nikki Haley non plus. John Bolton, ancien conseiller de Trump, très fâché, qui appelle même les responsables de la sécurité intérieure et extérieure à désobéir à Trump s'il cherchait une solution de paix en Ukraine. Est-ce qu'il y a à Washington une ambiance de coup d'État à l'envers, c'est-à-dire que ceux qui tiennent à s'accrocher à leur poste vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de Donald Trump? Alors ils vont essayer, mais ça me paraît mal barré pour eux. 2 ou 3 raisons. D'abord, quand même, et c'est la première fois, je veux dire, Trump, rappelez-vous, en 2016, il avait gagné les grands électeurs, mais il avait perdu le vote populaire puisque Hillary Clinton avait 3 millions de voix de plus que lui. Cette fois-ci, il a gagné le vote populaire, 3,5 millions de plus que Kamala Harris. Il a gagné évidemment les grands électeurs et de très loin. Et puis il gagne, on le sait aujourd'hui, la Chambre des représentants et le Sénat. C'est-à-dire que pendant 2 ans avant les midterms, il va avoir une vraie marge de manœuvre. Et alors je vais vous dire, Alexis, ce qui s'est passé d'intéressant, c'est qu'il y a eu 3 minutes de Trump il y a 2 jours où il donne la couleur, c'est-à-dire en 2 mots, je vais le résumer très rapidement. Alors, il dit révoquer les bureaucrates véreux, les acteurs corrompus de la sécurité nationale et renseignement, d'où l'émotion de John Bolton, les tribunaux, déclassifier les documents. Alors ça, tout le monde attend les listes des pédocriminels, enfin de ceux qui sont allés dans l'île du pédocriminel Epstein, et puis les listes de Puff Daddy, les rappeurs. Et c'est parti pour. Mais surtout à Washington, et c'est ce que 2 ou 3 personnes que j'ai rencontrées, que je ne nommerai pas parce qu'ils sont un peu dans l'appareil, c'est quand il dit on va avoir un système d'audit indépendant en contrôle des agences de renseignement, et puis surtout déplacer la bureaucratie fédérale en dehors du marécage de Washington. Vous vous rappelez qu'il disait asséchons le marécage, asséchons le marais, drain the swamp. Et là, il compte déplacer 100 000 fonctionnaires, les mettre au Colorado, en Arizona ou ailleurs, pour qu'ils ne soient pas tributaires des lobbyistes et des pouvoirs spéciaux. Donc, c'est en train de jouer très fort, et surtout, il a donné une batterie de noms déjà, vous savez, pour les remigrations, pour les déportations d'immigrants clandestins ou illégaux. Il a mis Tom Homan, qui est une espèce de très dur. Il va mettre Kash Patel à la CIA. C'est-à-dire, il est en train de mettre les gens en tout cas pour lui, alors qu'il avait assez raté son entourage en 2016. Il était encore novice en la matière. Cette fois-ci, les précautions, en tout cas, sont prises. Maintenant, on verra les résultats. Il y a encore, comme vous dites, 2 mois pour l'inauguration. C'est ça. C'est-à-dire qu'en 2016, on a l'impression que Donald Trump avait été surpris de sa victoire. Il n'était pas prêt vraiment, ou du moins, il ne s'était pas préparé à ce point-là. Là, il avait envie de gagner, de revanche. Je pense qu'il a une liste de personnes avec qui il veut régler ses comptes. Et là, tout l'entourage, tous les supporters de Trump leur disent surtout, ne prenez pas les républicains de Washington, surtout ne prenez pas l'establishment. Il est temps de faire une révolution. Est-ce qu'il va être capable de faire cette révolution? Écoutez, c'est tout le problème. En tout cas, il en prend les moyens. Le fait qu'il a été élu comme il a été élu lui donne quand même une sacrée marge de manœuvre. Alors, il peut y avoir des oppositions, il y aura des oppositions, mais ce qui est clair, c'est que cette fois-ci, que ce soit au niveau du Pentagone, au niveau de la CIA, au niveau du FBI, il va y avoir un sacré ménage qui est en train de commencer. D'ailleurs, ce qui est étonnant, parce que il n'est pas, encore une fois, il n'est pas intronisé, il ne sera pas intronisé avant le 20 janvier, enfin, prend ses fonctions le 20 janvier. Et en revanche, il y a des polémiques très fortes, mais vous savez que Washington, c'est 90% de démocrates. C'est-à-dire que pratiquement, si Washington était les États-Unis, Kamala Harris aurait été élue haut la main. Alors, il n'y a pas d'émotion, il y a des affiches un peu partout des 2 candidats encore, enfin des 2 anciens candidats, mais
il y a quelques personnes, j'ai vu dans un bar, par exemple, une fille qui me disait, oui, elle avait le crâne rasé, elle s'était rasé les cheveux, elle mettait des bracelets bleus pour protester justement contre la vue de Trump. Enfin, c'est franchement plutôt folklorique. Maintenant, le reste, comment ils vont... Alors, il y a aussi, chez les démocrates, une espèce de... non seulement de gueule de bois, mais ils sont en train de régler les comptes. Ils sont en train de régler les comptes pour parler un peu en disant, oui, c'est Biden qui a saboté la planche à Kamala Harris. C'est Kamala Harris qui a fait une campagne lamentable en achetant à $1 million les venues de Beyoncé et autres acteurs du showbiz. Et Alexis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand même, Kamala Harris avait 90% des médias, sans parler du reste, sans parler de l'establishment et tout. Et les médias étaient vent debout, effectivement, en expliquant, vous savez, comme un peu chez nous, que Trump est Hitler, Mussolini, à la fois, etc. Et Mao Tse-tung. Et en fait, les Américains ont voté comme ils avaient voté. Et ce qui les a le plus bluffés, j'ai encore des confidences là-dessus, ils ne pensaient vraiment pas que 40% de Latinos allaient voter pour Trump et 30% d'Afro-Américains, ce qui est une première mondiale, en tout cas pour les États-Unis. Ouais, on voit bien que le camp démocrate va exploser, ou du moins va régler ses comptes, alors peut-être en public ou pas, mais c'est finalement l'épitaphe des années Obama-Clinton. Là, il va falloir tout reconstruire pour eux, et c'est l'échec aussi de cette volonté de maintenir la main sur le Parti démocrate de la part des Clinton et de Obama. Tout à fait. Et surtout, c'est vraiment au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est que on va assister à un changement de système. C'est-à-dire que ce qui a aussi beaucoup joué, et on le voit ici, on en a parlé vraiment très longuement, c'est que Elon Musk d'un côté et Robert Kennedy Jr. de l'autre, sans parler de Tulsi Gabbard et de Vivek Ramaswamy, ont joué un rôle non négligeable. Quand Robert Kennedy Jr. dit « Make America healthy again », faites que l'Amérique soit en meilleure santé, ça a frappé beaucoup de gens. Vous savez que ça va sortir, les histoires avec Pfizer et compagnie, ça va être très... Là, c'est parti, chacun régler son compte. On en est très loin en France, mais là-bas, ça avance très vite pour régler les problèmes avec Anthony Fauci. Ça va très vite. Ça va très vite. Dès janvier, il y a des juridictions qui se mettent en place. Et puis Elon Musk aussi a attiré quand même. Alors il y a des gens. Il a attiré tous ces jeunes, tous les gens. Vous savez, en Amérique, les milliardaires, on ne les considère pas tous comme des salauds absolument à éliminer. Non. Musk fait rêver l'Amérique, fait rêver en tout cas une certaine Amérique, et le fait qu'il se soit mobilisé, mais quotidiennement, et il est là, d'ailleurs, vous savez qu'à Mar-a-Lago, où actuellement Trump fait ses ministères et ses gouvernements, etc., Elon Musk est là-bas. Donc, il a un rôle plus que le conseiller, et il va aussi, ça va vous faire rêver quand même, Alexis, il va faire, je ne sais pas si c'est une commission ou un bureau, de surveillance des dépenses publiques. Intéressant, ça nous fait rêver ça, le contrôle des dépenses publiques. Avec Elon Musk qui va être en charge de ce Department of Government Expenses, le DOGE, je crois, donc évidemment ça va faire beaucoup. On va parler aussi, après la pause dans un instant, avec vous André, du rôle qu'a joué X, la plateforme rachetée par Elon Musk, anciennement Twitter, dans cette campagne, et les réseaux sociaux en général, et les médias indépendants en général, puisque si on suivait les médias traditionnels, notamment Libération et autres en France, Taylor Swift allait changer la donne du vote et faire gagner Kamala Harris, tout comme Lady Gaga et toutes les autres qui se sont succédées à la tribune. Il n'en a rien été. On va essayer de comprendre cette élection de Donald Trump et puis de voir ce qu'il va pouvoir faire par la suite aux États-Unis. Avec vous, André, en direct de Washington. On se retrouve dans un instant. Et puis si vous souhaitez réagir, 0826 300 300. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Alors notre invité c'est André Berkoff qui est aux États-Unis et qui me cède la place pour cette semaine, tous les jours de midi à 14h. Merci André. On voulait profiter de votre présence à Washington pour voir un peu ce que va faire Donald Trump après son élection. Avant la pause, on parlait du rôle important qu'a joué Elon Musk et la plateforme X dans cette campagne, ainsi que les médias indépendants. Trump a parlé à Joe Rogan, à tous les podcasteurs des États-Unis pour aller chercher un électorat qui n'écoute plus finalement les mainstream médias, comme on les appelle là-bas, les médias traditionnels. Est-ce que ça aussi c'est un changement pérenne qui montre combien la voix des médias a perdu pour influencer l'opinion publique? Oui, je crois qu'on assiste vraiment, on va voir la suite, un changement de régime. Ça va être sensible en politique et en société et dans l'économie, mais c'est sensible tout à fait déjà, alors évidemment, dans les médias. En deux mots, quand j'avais rencontré Trump il y a 8 ans, au moment de sa première campagne présidentielle en 2016, il m'avait parlé, vraiment, c'est la première fois que j'entendais parler de désintermédiation. Il a dit, puisque, et c'était déjà à l'époque, 90 à 90% des médias sont contre moi, je vais parler directement du producteur au consommateur, c'est-à-dire je vais parler aux réseaux sociaux et par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que sa campagne a été victorieuse, notamment grâce à, même à l'époque, Twitter, Facebook et compagnie. Aujourd'hui, c'est très intéressant, vous parliez de Joe Rogan. Les podcasts ont joué un rôle fondamental. Donald Trump faisait 2 à 3 podcasts par jour. Il était évidemment chez Tucker Carlson, chez Joe Rogan, 3 heures. Et les gens écoutent. Vous savez, on dit toujours oui, maintenant il n'y a plus, les gens n'ont plus le temps, etc. Pas du tout. Quand c'est quelque chose d'important, ou en tout cas qui touche les gens, eh bien, ils écoutent. Et je crois qu'il y a un vrai problème, effectivement, d'ailleurs, qui ne date pas d'hier, avec, et d'ailleurs, ça nous concerne évidemment, nous, en France aussi, quand vous avez un narratif qu'un certain nombre de médias ont, et vous le savez, qui consiste à dire, ce qui compte, c'est notre narratif et pas le réel. Et notre narratif, c'est le réel, et nous allons vous injecter ce réel de gré ou de force, c'est comme ça, c'est nous qui avons raison. Je me rappelle toujours de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui dit, nous ne parlons pas de la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et ben, c'est exactement la même chose en Amérique. Le Washington Post, le New York Times, le MSNBC, CNN, tous les autres, ABC, etc., ont employé le même narratif. Trump est un dictateur, Trump est un violeur, Trump va supprimer la liberté, etc., etc. Et ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que le réel, c'était quoi? C'était l'inflation, c'était le prix des aliments qui haussait. Hallucinant, je vais vous dire, moi hier, je prends un petit déjeuner dans un $40. Attendez, il y a un problème là, je ne sais pas, moi je veux bien rentrer aux États-Unis, à Washington. $40 un petit déjeuner, il y a quand même un problème. Donc voilà, c'était ça qui touchait. Et quand vous avez vu certains journalistes de chez nous qui allaient interviewer, j'ai vu ça, ils allaient voir un conducteur, un Afro-Américain, un noir, et lui disaient, alors vous allez voter pour Kamala Harris? Alors je ne dis pas du tout, il n'est pas question. Oui. Mais comment vous êtes noir, vous n'allez pas voter pour Kamala Harris? C'est la chosification des choses, et le Parti démocrate s'est mis le bec dans l'eau en jouant communautaire. Ouais. Ce n'est plus le problème. Justement, c'est très intéressant. Bien sûr que ça joue. Mais même le président, le fondateur de Black Lives Matter a voté Trump. Les musulmans de Dearborn, Michigan, où il y a la seule ville où il y a un maire musulman aux États-Unis, a choisi Trump, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose qui change de ce point de vue-là, en disant arrêtez de nous chosifier dans notre communauté, dans notre ethnie ou autre, et dites-nous et arrangez-nous notre pouvoir d'achat, notre mode de vie et essayez de l'améliorer. Oui, voilà, c'est tout simple. Et comme nos beaux braves journalistes vivent dans la plupart, enfin pas tous quand même, faut jamais généraliser,
mais enfin, dans des couches droites, je dirais, eh ben voilà, ils ont dit, mais comment, de quoi ils s'intéressent, évidemment. Être payé $10 000 par mois pour donner des leçons à quelqu'un qui touche $1 200, ça marche pas toujours. Ça marche pas, et on a les mêmes de ce côté-là de l'Atlantique, évidemment. On va parler d'ailleurs de ce côté-là de l'Atlantique. Hier, c'était le 11 novembre, évidemment, commémoration des morts de la Grande Guerre. Emmanuel Macron qui a invité Keir Starmer, le Premier ministre britannique, pour remonter les Champs-Élysées, qui va rencontrer Mark Rutte, le patron de l'OTAN, tout faire pour continuer la guerre en Ukraine. C'est à peu près le mot d'ordre de ces young leaders qui se réunissent pour empêcher des accords de paix. Est-ce que ça va être une priorité pour Donald Trump d'arriver à décrocher des accords de paix en Ukraine ? Il l'a dit, entre parenthèses, juste, je voudrais dire que j'étais hier à Washington, il y a eu une très belle commémoration au mémorial de la Première Guerre mondiale. Il y avait le général Lecointre qui était là. La France a été très célébrée puisque le contingent américain est arrivé en France, était basé à Issoudun. Ils en ont longuement parlé, c'était, je dois dire, assez émouvant et très émouvant. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit, oui, la première chose qu'il fera, il l'a dit d'ailleurs, c'est d'aller voir Poutine et de dealer avec Poutine. Je veux dire, c'est un homme de négociation. Lui, il dit pas tel est bon et tel est mauvais et tel est méchant. Je vais aller le voir, je vais discuter avec lui. Mais en rapport de force, évidemment, la négociation se base à partir des rapports de force. Et Trump, c'est son truc. Vous savez, quand il a dit, ce côté Al Capone, il a dit aux Européens, attendez, vous voulez que l'OTAN vous protège ? Eh bien, payez. Payez. Oui, d'accord. Nous, on est USA 65% du budget de l'OTAN. Écoutez, peut-être ça devrait être un peu moins. Donc, il va y avoir un changement très fort du point de vue de la politique étrangère. Et Trump n'est pas prêt à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, comme un certain nombre de nos presses qui nous gouvernent. Mais lui, il n'est pas prêt. Mais est-ce que justement, quand on voit l'affolement des atlantistes et des européistes de ce côté-là du globe, est-ce que ils peuvent faire capoter un plan de paix en rendant la paix impossible ? Puisque là, les dernières annonces, ce serait d'autoriser les Ukrainiens à utiliser les armes de l'OTAN, françaises ou britanniques, pour toucher la Russie en profondeur et donc là rendre un accord de paix impossible. Alors, c'est exactement le problème, mais en fait, l'Europe sera face à elle-même. C'est-à-dire que Trump ne le dit pas comme ça, mais les gens à qui vous parlez, en tout cas dans l'entourage et qui sont proches, disent écoutez, si vous avez continué ce ne sera plus Anthony Blinken et compagnie. Si vous avez envie de continuer la guerre pour l'Ukraine contre la Russie, ce sera votre problème. Nous, il est hors de question que nous continuions à subventionner comme on l'a fait jusqu'ici. Là, il va y avoir un changement de politique assez radical, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc voilà, l'Europe sera face à elle-même. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à continuer la guerre ? Qui vivra verra. Oui, c'est bien toute la question et tout le problème. L'autre point important, c'était lors du premier mandat de Donald Trump, la confrontation directe avec la Chine sur le plan commercial. Est-ce que là, il va avoir à nouveau une volonté de rentrer dans l'art de la Chine pour éviter que ce pays prenne beaucoup trop d'importance sur la scène internationale ? Je crois que ce sera surtout, son programme économiquement, c'est de rapatrier toutes les entreprises qui travaillent hors des États-Unis aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avec la Chine, il va avoir ce qu'il a déjà fait avec Xi Jinping, c'est-à-dire, écoutez, oui, d'accord, protectionnisme des deux côtés, mais équilibre des deux côtés. Ça va être une négociation, je dirais pas de marchand de tapis, mais marchand de verre à soie, puisque la route de la soie. Et puis, de l'autre côté, du point de vue ce qui est terrible, regardez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, où les écologistes détruisent des centrales à charbon et que Volkswagen licencie 200 000 personnes et que BASF s'installe aux États-Unis. L'Amérique, Trump, il va jouer l'Amérique. Il va jouer les intérêts américains. Il faut se faire aucune illusion là-dessus. Ouais. Et nous, Européens, nous, Français, nous allons être face aux terrifiants pépins de la réalité, comme disait Prévert. Et voilà. Merci beaucoup, André. Toute la semaine, donc, aux States, aux États-Unis, on pourra suivre votre actualité. Est-ce que vous avez prévu de rencontrer Tucker Carlson, tiens ?
Écoutez, il en est question, mais je crois que Tucker Carlson va aussi jouer un rôle. Alors je ne sais pas lequel. Il va pas être attaché de presse, enfin directeur de la communication, mais j'ai eu quelqu'un de proche de lui hier parce que je pensais essayer de le voir, mais là il est complet, il est à Mar-a-Lago lui aussi. Ils sont tous à Mar-a-Lago en Floride, en train d'élaborer le nouveau pouvoir. Alors ce qui va se passer, on le verra, mais dans les semaines à venir. Parfait. Merci beaucoup André d'avoir été avec nous pour partager un peu l'état d'esprit des Américains après cette élection de Donald Trump. On se retrouve dans un instant, toujours sur Sud Radio pour la deuxième heure avec notre invité Patrick Eudeline qui sort un livre perdu pour la France pour nous raconter les années punk, les années rock et parler du Paris underground. Restez avec nous si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment quelqu'un à découvrir. À tout de suite sur Sud Radio. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, comme vient de le dire Marie, est Patrick Eudeline, chanteur, vous reconnaissez peut-être As Fast Jungle, groupe phare, fondateur des années punk en France. Vous avez été témoin de cette France rock'n'roll qui a disparu pour un livre perdu pour la France aux éditions Séguier. Alors, c'est un livre qui nous emmène partout dans Paris et on a l'impression que derrière ce livre, il y a un peu un hommage ou un cri face à un père qui n'était pas là. Bonjour. Oui, bien sûr, mon père, l'image de mon père est un peu le leitmotiv wagnérien de l'affaire, le fil conducteur. Mais ce qui était important, c'était de parler du monde d'avant, du monde disparu. Je veux dire, le collège Stanislas, les scouts de France, la religion catholique, et après le punk rock, c'est-à-dire être enfant de cœur et 5 ans après se droguer avec Sid Vicious. Bon, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Ouais, une vie où vous croisez beaucoup de monde, hein. Burroughs, William Burroughs, Sid Vicious, vous le dites, mais aussi tout le Gotha du rock'n'roll et du monde underground, hein, de Saint-Germain à New York, à Londres. Vous parlez aussi, il y a quelque chose dans ce livre sur la situation sociale aussi, le côté français moyen, hein, où vous dites que finalement, français moyen, gamin déjà, le concept me terrifie. Je connais trop mon milieu social véritable et comme par hasard, Robert, votre père, adore la chanson du même nom de Sheila, mais ce français moyen qui va à Stanislas et qui va faire honte à son père, hein, pour cette carrière rock'n'roll. Ma honte à son père, parce que j'avais les cheveux longs, un blouson de cuir et tout le reste. Mais le collège Stanislas, j'étais... tous mes petits camarades étaient des fils de grands bourgeois, je veux dire, bon... et voilà, et moi, au lieu d'avoir des beaux parquets cirés, à la maison, c'était du linoléum et du bubblegum. C'est-à-dire, je suis, comme disait Jean-François Bizot, une sorte de déclassé. C'est-à-dire, donc, évidemment que je parle de ça, parce que, comme disent les marxistes, d'où viens-tu quand tu parles ? Ouais. Et voilà, je viens d'une sorte de petite bourgeoisie, le cul entre deux chaises. Mon père, d'origine, entre guillemets, prolétaire, ma mère bourgeoise, petite bourgeoise avec un grand-père militaire que je n'ai pas connu d'ailleurs. Donc évidemment que c'est important et que ça dirige ma vie comme ça dirige toutes les vies. Mais vous, en fait, ce livre, hein, Perdu pour la France, c'est un peu le témoignage d'un enfant des 30 Glorieuses, avec finalement la tangente du punk qui arrive, qui bouleverse tout, le rock. Hein. D'abord, entendre cette musique qui change tout, puisque on passait des scouts à l'open market, hein, le disquaire des halles, et c'est ça qui fait que vous avez choisi en fait cette carrière-là, enfin cette vie-là, rock'n'roll. Elle m'a choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est elle qui l'a choisi. Comment ça se passe alors ? Voilà, tel Obélix, je suis tombé dedans à 13 ans, quoi. Et puis, voilà. Mais le punk rock, pour moi, c'est le point final des 30 Glorieuses. Voilà, c'est-à-dire, c'est le point final de la contre-culture, de tout ce qui s'est passé dans le rock'n'roll, dans l'art en général, d'ailleurs, on élargit tout ça. Et donc, voilà, j'ai vécu ça, j'ai vécu la fin d'un monde. Déjà les années 80, évidemment qu'il s'est passé des choses, qu'il y a eu des grands artistes, qu'il y a eu tout ça. Mais c'est comme, vous savez, quand on est mort, vos ongles poussent encore. Et voilà, quoi, c'est-à-dire sur la lancée du punk, sur la lancée de toute la contre-culture des 30 Glorieuses,
Ça a continué dans les années 80, et puis ça s'est essoufflé. Et chaque décennie, c'était de pire en pire, pour arriver à ce qu'on vit aujourd'hui, qui pour moi est une débandade absolue, sociale, artistique, culturelle. Voilà, quoi. On vit la fin d'un monde. Et à l'époque des 30 Glorieuses, moi j'ai connu l'époque où on présentait l'an 2000 comme une chose formidable. Ouais. Ça allait être le progrès, quoi. Vraiment au sens... Et après, les hippies parlaient de l'Aquarius, l'ère du Verseau, où tout allait formidable. Et non, on va vers l'enfer et la Renaissance. L'Aquarius, elle n'est pas pour demain, à mon avis. Ouais. Ou alors, on va quand même se fader une longue, très longue fin du Moyen-Âge. Vous pensez que finalement, c'est ça, le punk rock a été l'épitaphe du rock'n'roll, et après ça a été une longue descente avec les groupes américains, avec finalement ce qui n'avait plus rien à voir avec la création des débuts et l'ébullition des débuts. Bien sûr, c'est Marie-Antoinette, c'est après nous le déluge. C'est la fin, c'est le point final de plein de choses. En même temps, d'ailleurs, le slogan était nos futurs. Ouais. Je suis pas sûr que Malcolm McLaren ou Johnny Rotten on saisissait toute la portée, mais il y avait ce feeling, quoi. Je veux dire, après nous, ça sera la fin, quoi. Ouais, et ça, je le pense. Je veux dire, l'art, que ce soit le rock, que ce soit, je veux dire, la peinture, la littérature, c'est toujours le témoin de la société, c'est toujours le témoin de ce qui se passe dans la société. Ouais. Et vous le dites d'ailleurs, les années 80 avançaient et c'était une lente dégradation, comme si les feux s'éteignaient un par un, le sida, le chômage, mais après les 80s, il y a les 90s, enfin, donc chaque décennie c'est pire, c'est ça? Et c'est encore pire. Ouais. Chaque décennie, bon, il y a eu un petit sursaut dans les années 2000. Je vous parlez de Pete Doherty, hein, vous avez voilà, exactement, avec les Strokes, Pete Doherty, je veux dire, bon... Et le rock traduit toujours le reste de la société. Donc il y a eu comme ça une sorte de sursaut. Mais bon, ça a vite dégringolé. Voilà, les bébés brunes vendent plus de disques. Eux qui sont héritiers de ce mouvement, enfin qui sont un peu chefs de file du mouvement, enfin les seuls qui ont vendu. Et voilà, et puis on est retombé. Et puis là maintenant, je veux dire... tout le monde en est témoin, quoi. Je vais pas jouer aux gilets jaunes, mais tout le monde en est témoin, quoi. Ouais. Vous êtes aussi très très acerbe sur ce qui se passe actuellement. Dans le livre, vous dites l'histoire moderne, dirait-on, se résume à cela: légiférer, empêcher, gérer la vie des gens à leur place, décret après décret, penser pour eux, interdire, supprimer, alors que les 30 Glorieuses avaient été comme un long chemin vers la liberté. C'est exactement ce que je pense. Ouais. Voilà. Et c'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on voit. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder un paquet de cigarettes avec cet emballage horrible. C'est une insulte à l'esthétique. C'est un truc inutile parce que c'est jamais empêché quiconque de fumer. Je veux dire, les gamins collectionnent les plus laides parce que ça les fait rigoler. Mais c'est horrible. Je veux dire, même les flics, ils ont changé d'uniforme. C'est-à-dire, et quand la notion d'esthétique, de beau, s'en va dans une société, même l'architecture, je veux dire, en plus, il y a tellement de normes, il y a tellement de règlements, de choses, que les architectes, ils sont obligés avec des guillemets, de construire des horreurs, quoi. Oui, vous parlez des gares, notamment les gares, en disant que il y a plus cette facilité où vous pouvez prendre un train et aller n'importe où. Maintenant, il faut un QR code, rentrer par des portiques, que les gares sont devenues des centres commerciaux. Tout est en train de s'enlaidir, hein, c'est un peu votre constat. Voilà. Et je prends l'exemple de la gare Saint-Lazare, que j'adorais avant. Je veux dire, qui était vraiment un bel endroit qui inspirait les artistes. Bon, la salle des pas perdus, c'était magnifique. Bon. Et maintenant, je veux dire, à part pardon pour citer une marque, mais de Starbucks qui te donne un gobelet avec une faute d'orthographe, il paraît que c'est fait exprès, en plus la faute d'orthographe, c'est monstrueux. Et c'est la seule manière de consommer un café, et on est parqué là. Et je faisais la remarque que toute la légende, la mythologie, qui date de l'invention du train, en fait, du hobo, du type qui... du vagabond, la grande dépression américaine, tout ça après les beatniks. Je veux dire, maintenant, l'aventure n'existe plus. En fait, l'aventure n'existe plus. On ne peut plus rêver à des pays lointains, on ne peut plus rêver à une vie de beatnik ou de bohème. C'est des choses qui n'existent plus. Je veux dire, la société, avec son gant de fer, là, celle d'aujourd'hui a mis voilà, son emprise dessus, c'est foutu. Ouais, c'est-à-dire que en fait, vous critiquez une suppression un par un des libertés d'une certaine façon. Exactement. Ouais.
mais je veux dire, bon, j'ai une profonde haine de la censure et de l'intolérance. Ici aussi. Je veux dire, voilà, c'est clair. Pour moi, ce sont des valeurs capitales, morales, intangibles. Je veux dire, voilà, quoi. Je veux la censure, je veux l'intolérance. Et il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui à tous les niveaux, quoi. Il y a aussi une certaine nostalgie dans ce livre, à la fois de l'enfance, mais aussi de cette insouciance. Les virées dans Paris sans casque, le fait de pouvoir faire un peu ce qu'on voulait, le passage à Zermatt, qui était loin du tourisme de masse à l'époque, tout ça c'est fini. Bien sûr, c'est exactement ça. En même temps, je vais vous dire pourquoi je n'aime pas le mot nostalgie. Le mot nostalgie. Oui, parce qu'il n'est jamais dans le livre. La nostalgie, c'est facile, c'est comme un gimmick. Et là, je veux dire, tous les gens, tout le monde à 40 ans regrette ses 20 ans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est bien autre chose. C'est-à-dire, quand on dit c'était mieux avant, c'est pas de la nostalgie. C'est un constat politique, artistique et culturel. On va se retrouver dans un instant avec notre invité Patrick Eudeline, auteur de Perdu pour la France, pour parler des années rock, des années punk, du C'était mieux avant. Et si vous souhaitez réagir, 0826 300 300 au standard de Sud Radio. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et non, c'est Poulain sans réserve pour la semaine, mais c'est pas grave. Notre invité, c'est Patrick Eudeline pour ce livre Perdu pour la France aux éditions Séguier, qui parle de l'enfance, de l'adolescence, des initiations, du rock'n'roll et de tous ceux que vous avez croisés dans cette vie chaotique, mais ô combien riche de rencontres. William Burroughs, l'auteur culte de la Beat Generation, vous avez un dîner avec lui notamment où il vous écrit une chanson sur un coin de nappe. Comment ça s'est passé ? Absolument. En fait, j'avais un ami qui travaillait dans une maison d'édition et qui... j'étais fasciné par les gens de la Beat Generation. Donc William Burroughs, pour les gens de ma génération, c'était vraiment important. Comme l'était Andy Warhol, comme l'était vraiment... C'était un repère. Moi, il me fascinait, le monsieur. Et donc, je me retrouve à dîner avec lui. Il demande... je me fais aucune illusion. C'est parce que j'avais un blouson de cuir noir, des lunettes noires. Et vous étiez jeune. Et que il aimait les jeunes gens, quand même. Exactement. Mais il a été d'une dignité, d'une classe. Et donc, d'ailleurs, les autres écrivains plus âgés étaient très vexés. Mais non, je plaisante. Non, c'est vrai en plus. Et donc, William me dit oui, il faut que tu fasses un groupe de rock'n'roll. Je lui réponds oui, je sais, mais en France, en ce moment, je ne trouve pas de musiciens, tout ça. Il me dit écoute, dans 3 mois, il y a le colloque, je veux dire, en l'honneur de Brian Jason et de moi, donc ce qu'on appelle le colloque de Tanger, à Genève. Il faut que tu fasses un concert là-bas. J'allais pas me dégonfler, évidemment. Et il déchire la dernière page de son livre Les Garçons Sauvages, l'adaptation de The Wild Boss, qui venait sortir chez Flammarion. Et sur la nappe de restaurant, il recopie quelques lignes, il arrange en plus avec un sens de la chanson, c'est-à-dire au niveau des pieds, au niveau de la métrique, au niveau de quoi que ce soit. Impeccable, évidemment. Et il me le donne, jamais à ma poche, évidemment. Et le lendemain, je me dis, va falloir que j'apprenne. J'avais des notions de batterie, mais chanter, j'avais jamais trop osé. Et tout, j'écoutais 1 ou 2 chanteurs des années 60, genre Phil Mann et Paul Fink, et Bob Dylan, et en me disant, s'il ose, allez, on y va. Évidemment. Et puis voilà, et puis c'est comme ça que tout a commencé. Enfin, disons, la musique. Ouais, puisque la musique, vous avez une carrière express, météorique, on va dire, avec Asphalt Jungle, qui a été un groupe avec un très court temps de vie, mais qui a eu une influence majeure sur le punk en France. L'idée, c'était de faire un lien entre la Grande-Bretagne et la France et d'être précurseur sans le savoir. Avec ce premier concert, en fait, où vous arrivez, il faut recruter pour monter sur scène à Noisy rapidement un guitariste, un batteur, et puis allez hop, on y va et on va faire des reprises et on verra bien ce qui se passe. Oui, je m'étais engueulé la veille avec le musicien. Comme il est mort, on va le citer. Les 2 sont morts d'ailleurs. Henry Paul, grand ami de Johnny Saunders et Ginger. Je m'engueule avec eux, avec Henry Paul. Et je voulais pas planter l'organisateur, qui était un ami. J'y ai prévenu. Donc j'y vais avec ma guitare. Et c'est là que j'ai rencontré celui qui allait être mon compagnon dans Asphalt Jungle. Qui est d'ailleurs, je fais une parenthèse sur le temps, un mouvement très important, ça dure jamais longtemps, ça dure 2 ans. Oui, c'est ça, oui. Les grands groupes punk,
les groupes punk importants ont duré 2 ans, même s'ils sont reformés après, comme les groupes hippies, comme comme le glam rock. Je veux dire, comme c'est très court. Ouais. Tous les grands mouvements, c'est 1 an ou 2, pas plus. Asphalt Jungle a duré 2 ans. Bon, voilà. Et donc, effectivement, on fait des reprises, du Chuck Berry, mais personne n'en faisait à l'époque, c'était très rare. Enfin, je veux dire, bon. Et tous les petits Rocky dans l'assistance adorent ça, je veux dire, trouvent ça formidable. Et tous les hippies, entre guillemets, détestent, parce que j'avais un blouson de cuir, j'avais une croix autour du cou qu'ils ont pris pour une croix nazie, alors qu'évidemment, ce n'était pas une. J'avais des lunettes noires, t'avais tout ça, donc qu'est-ce que c'est que... Bon, voilà. Et genre, c'était les concerts punk au tout début, c'était la bataille d'Hernani, en fait. À chaque fois, quoi, c'était... Mais au moins, il se passait quelque chose, clairement, quoi. Je me souviens de nous, avec Métal Urbain, la première fois qu'on a joué au Gaudreau, que ça finit en bataille générale. Mon bassiste, qui est devenu Louis de Prestige dans les années 80, il a passé plus de temps à se battre qu'à jouer de la basse. Hein. Et il y a aussi cette évocation, j'aimerais savoir qui est ce batteur. Le premier batteur qui se présente, un affreux baba, fut engagé sur le champ. De toute façon, on ne le verrait guère derrière les fûts. Pour l'anecdote, quelques temps plus tard, une fois ses cheveux coupés, il devait devenir un journaliste politique d'importance. Oui. Je ne balance pas, mais en parlant du Matin de Paris, parlant du Nouvel Obs, parlant de... Voilà, mais je ne sais pas s'il a envie que je le dise, donc... non, voilà. Alors on le dira hors antenne où il faut faire un peu de recherche, vous trouverez peut-être. Il y a eu aussi dans cette carrière musicale des hauts et des bas. Vous avez rencontré les Rita Mitsuko aussi, vous auriez pu jouer avec eux, vous les avez inspirés, vous le dites à un moment, ça aurait été bien d'être crédité. Oui, mais je ne leur en veux absolument pas, il n'y a aucun problème, je ne veux surtout pas qu'on fasse une polémique là-dessus, qui soit exagérée ou quoi que ce soit. Avant le succès de Marcia Baga, veut dire, effectivement, il y a eu ce week-end magique que je raconte dans le livre, et qui a fini, bon, moi j'ai toujours eu une passion pour... parallèle pour le blues, le jazz et le solfège qui allait avec. Bon, et... je fais Don't Forget Tonight avec les débuts d'accords qui vont dessus. Et évidemment que c'est Fred Chichin qui a fait le reste, je veux dire, et Catherine. Bon. Et le lendemain, ce qui est drôle, enfin drôle entre guillemets, je passe la journée avec Fred à jouer du John Lennon. On avait des songbooks des Beatles. Alors moi qui adore Paul McCartney, voilà, on a joué que du Lennon. Et Catherine arrive en fin d'après-midi, sortant du tournage de ses films porno, il n'y a pas de secret, elle le dit elle-même, et elle nous dit, vraiment l'air ravi, comme ça, enfin en s'en foutant, comme si Jean Le Poulain était mort, ou Yves Duteil, enfin quelqu'un dont tout le monde se fout, quoi. Et elle nous dit, John Lennon est mort. Et nous deux, catastrophe, quoi? Oui, assassiné. On lui dit, mais tu te rends compte, John Lennon? Et elle nous dit, ah bon, c'est grave? On dit, bah quand même, John Lennon. Et alors là, parce que c'est une grande actrice, elle se met à pleurer en disant, oui, vous avez raison, c'est terrible, John Lennon est mort, John Lennon est mort. Voilà. Et après, c'est évident que les Rita Mitsuko, c'est un couple, c'était eux. Donc l'idée que je joue avec eux et tout ça, bon, a été très vite évidemment abandonnée, c'est normal. En plus, j'aimais pas le nom, d'ailleurs, j'avais tort. La preuve, j'aimais pas le nom du groupe. Rita Mitsuko, je trouvais, le groupe néo-japonais, c'est des noms à la mode. Ah oui, c'est la mode, mais c'est une mode qui a duré. Ouais. Non, mais c'est moi qui avais tort, je veux dire. Il l'a prouvé. Bonjour, Catherine, si tu... Écoute, on la salue évidemment. Vous êtes aussi... Est-ce qu'il n'y a pas un peu une peine d'être né en France, hein, un côté finalement la musique en France c'est pas du rock'n'roll, les gens n'ont pas la culture, c'est très compliqué de parler à des gens qui ont cette culture-là. À un moment vous vous dites je suis en train d'être un Keith Richards du pauvre, j'en étais revenu du personnage du mythe, les Stones étaient morts avec Brian Jones, être assimilé à ça c'était devenu un fardeau. Est-ce qu'il n'y a pas une tristesse d'être prisonnier de la France en quelque sorte et de ne pas avoir été un New-Yorkais ou un Mancunien? Non, j'ai été prisonnier du rock, oui, pas de la France. J'aime la France, que ce soit Zola ou Michel Polnareff. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je défends violemment, dirais-je, la chanson française depuis les années 50, 40, même le siècle dernier, vous voyez. Bon, c'est-à-dire
j'ai une passion pour la culture de ce pays, littéraire et même musicale. J'aime même les yéyés. Je suis capable de parler des heures de n'importe quel groupe de twist, de n'importe quel yéyé. Donc c'est pas la France qui était le problème. Je veux dire, c'est plutôt le carcan du rock, ce dont j'avais marre, et j'en ai toujours marre d'ailleurs. C'est genre, ouais, le rock, oui, d'abord. J'aime pas le rock. J'aime le rock'n'roll peut-être, mais pas le rock. Je vais dire, j'aime pas du tout, j'aime pas AC/DC, j'aime pas tout ça, j'aime pas les Red Hot Chili Peppers. Ça m'indiffère, mais à un point, c'est même pas racontable à quel point je m'en fous, quoi. Je veux dire, bon, j'ai une vision un peu plus noble du rock'n'roll, dirions-nous. De Eddie Cochran au Sex Pistols. Bob Diddley et tous les autres. On va en parler dans un instant avec vous, Patrick Eudeline, de cette passion du rock'n'roll, passion dévorante bien sûr, et de ce livre Perdu pour la France. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Si vous aimez le rock, appelez le standard. À tout de suite. Air-de-France.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et avec nous aujourd'hui, c'est Patrick Eudeline, un témoin du monde d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, du rock'n'roll, surtout Perdu pour la France aux éditions Séguier. Un parcours dans la France du punk, du rock, des années 70 aux années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous disiez à l'instant que vous étiez prisonnier du rock'n'roll, et avec cette mythologie du rock'n'roll arrive la drogue. L'héroïne en l'occurrence, et vous parlez de ces soirées où il fallait chercher la dose pour Sid Vicious et Nancy, mais aussi pour beaucoup de monde qui passait d'appartement en appartement sans savoir où on était. Ça a été une des sautes en enfer. Ça a été comment vous avez géré ce problème de la drogue? Bon, j'étais assez malin, je crois, pour arrêter assez vite. Je veux dire les drogues dures, je parle. Mais il faut comprendre le contexte. Je veux dire, l'héroïne en 1980, ça n'avait rien à voir avec l'héroïne ou le crack ou le narcotrafic d'aujourd'hui. C'était culturellement, ça n'avait rien à voir. C'était entre guillemets mode, avec tous les guillemets nécessaires. Je veux dire donc, le contexte social était totalement différent. Et c'était même à la limite un snobisme. Mais si, je veux dire, moi je suis parti là-dedans comme beaucoup, par romantisme débile, parce que j'adorais le Velvet Underground, les Rolling Stones, William Burroughs, et les films Panic à Needle Park, L'homme au bras d'or avec Frank Sinatra, et tout ça. Donc j'étais complètement dans cette mythologie. Et voilà, et je rencontre une jeune femme qui se trouvait être une actrice historique des années 70, dont évidemment j'avais 19 ans. Elle avait eu une aventure avec Brian Jones des Rolling Stones, je pouvais être que fasciné. Et c'est elle qui m'a fait mon premier fixe, disons les mots. Et puis après, voilà. Et mais bon, en fait, ça paye l'héroïne, je parle. C'est moins dur d'arrêter l'héroïne que la cigarette. Voilà, je suis clair et net parce que donc les salles de shoot sont un truc totalement inutile. Ça sert à rien. Ce qui est utile, c'est de vendre dans les pharmacies des Steribox où tu as une seringue propre, un petit peu d'alcool et tout ça à 1 €. Ça, c'est bien. Veut dire les XAPA qui aident en suivi social et médical les toxicomanes, les junkies qui le demandent, c'est bien. Une salle de shoot, ça sert à rien, sauf à attirer les dealers et à attirer des gens pas cool. Un petit aparté comme ça, puisque vous m'en parlez. Oui, non, mais j'en parle parce que vous en parlez dans le livre et longuement sur cette addiction et le fait que ça a été pour beaucoup très très difficile parce que au final vous êtes un survivant. Vous parlez du syndrome Mère-Lachaise. Comme disait Jean-Claude Brialy. C'est ça. Je suis la Mère-Lachaise. Combien d'amis enterrés, soit parce que sida, soit parce que overdose, soit parce que autre chose. Il y a quand même un côté survivant. Ma vie est un cimetière. J'ai vraiment l'impression de passer mon temps au Père-Lachaise, au crématorium du Père-Lachaise. D'ailleurs, vous parlez avec pudeur de Daniel Dark, avec qui vous avez collaboré. Vous dites simplement, il n'y a plus de Daniel. Daniel était un ami. Il y a tellement un ami proche. Il y a tellement eu de livres, de choses sur Daniel Dark. J'avais pas envie d'en rajouter ma sauce. Il y avait une sorte de pudeur. J'aurais pu raconter plein d'anecdotes croustillante, dirions-nous, avec Daniel, plein de vécu, mais j'avais pas envie, je sais pas, un mélange de pudeur et de respect, enfin je sais pas, voilà, ça s'est passé comme ça, mais le livre ne pouvait pas exister sans l'évoquer. Voilà, c'était un ami, c'est aussi simple que ça. Vous l'évoquez avec pudeur, comme vous évoquez aussi
avec beaucoup de pudeur, ce passage de votre vie où vous êtes SDF, sans domicile fixe, où vous cherchez où vous logez pour la nuit, avec honte. C'est des années difficiles. Comment ça s'est passé, cette arrivée-là, dans ce monde de... Mais ça va très, très vite. C'est une terreur pour moi. J'ai deux terreurs. Je veux dire, la rue et le manque d'argent. Je veux dire, bon, c'est vraiment une terreur. Et donc, j'ai été confronté à mes démons, à mes diables. Et ma vie, bon, je veux dire, c'est un passage comme ça, je veux dire, du caniveau au grand hôtel, tu vois. Mais selon... je sais pas, selon mon destin bizarre, bon, donc, mais quelques moments, heureusement, assez courts, et heureusement que je m'en suis sorti à chaque fois, enfin, à chaque fois, les 2 ou 3 fois où ça m'est arrivé en 30-40 ans, et tout ça, mais c'est une horreur. Mais vous parlez aussi d'un ange qui veille. Hein. On a l'impression qu'à chaque fois, il y a une sorte de retournement de situation qui vous sauve, qui arrive pour que finalement le pire n'arrive pas. Vous y croyez à ça, un ange gardien? J'en sais rien. Déjà, j'ai du mal à croire en Dieu, malgré mon éducation catholique. J'ai du mal à croire au Père Noël, à la petite souris, en tout ça. Je crois plus facilement à des choses de l'occultisme, je veux dire, presque aux fantômes. Vous avez fait d'ailleurs une sorte de panorama de l'occultisme chez Actuel. Hein, je suis passionné par ça et donc je suis allé dans des maisons hantées, j'ai fait des régressions hypnotiques, tout ça. J'avais lu beaucoup de livres sur le sujet. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Mais vous parliez d'anges gardiens. Les anges gardiens, Dieu... C'est vous qui parlez d'ange dans le livre. Je me pose la question sur le destin, sur le sens de tout ça. Je me demande souvent pourquoi je survis. Je me dis pourquoi je suis toujours là, pourquoi j'ai pas attrapé le sida, pourquoi je suis finalement en bonne santé malgré mon âge avancé, pourquoi j'ai pas perdu mes cheveux et que je suis pas grossi. Tout ça, quoi. Pour les dents, vous expliquez que vous avez pu escroquer un dentiste qui est mort peu après. J'avais pas le choix en même temps. Les dents, c'est un tel marqueur social, et ça coûte tellement cher que j'en avais marre. Jacques Richard, il a été comme ça 6 mois, 1 an, à 73. Quand il a eu marre, bon, mais je suis pas Jacques Richard, je veux dire, bon voilà, et je supportais pas le marqueur social. Je veux dire, avoir les dents abîmées de devant, ça fait junkie, ça fait cas social, ça fait voilà. Je veux pas de ça. Je veux pas de ça, c'est pas moi. Enfin, bon. Donc il fallait les faire réparer d'une manière ou d'une autre. Je me suis arrangé. On parlait littérature, on parlait ange gardien, et vous dites à propos d'une autrice bien connue, Virginie Despentes, qu'elle n'a jamais su que la fréquenter à cette période, à la période de Baise-moi, hein, son livre. Exactement. À ce moment exact, elle avait sauvé quelque chose en moi. Qu'est-ce qu'elle avait sauvé? Bien voilà, c'était une période très difficile. Et justement, je reçois ce livre de nulle part. Je veux dire, bon, avec une dédicace, bon, Baise-moi, qui n'avait pas encore, juste avant le succès, hein, juste avant le phénomène. Bon, et je suis impressionné, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, je trouve ça très fort. Je veux dire, en plus, la plupart des citations de groupes de rock qu'elle... là-dedans, je les connaissais pas, parce que c'était des groupes que j'aime pas, en fait, des trucs grunge et tout ça. Mais dans son contexte, c'était impressionnant. Bon, j'ai adoré le livre, quoi. Voilà, j'ai adoré l'écriture, j'ai trouvé ça très fort. Et à la dernière page, en disant, ouais, quand même, putain, c'est pas mal. Et je vois, elle avait laissé son numéro de téléphone, bon, voilà. Donc on s'appelle, on se voit, et voilà. Et on devient amis. Et plus tard, elle me dit, mais pourquoi tu viens pas chez Florent Massot écrire un livre comme l'éditeur de Baise-moi, donc. Et je dis, bah, écoute, oui, je vais y penser. Le lendemain, Florent Massot lui-même m'appelle, et puis voilà, j'ai commencé à être écrivain. J'avais déjà sorti un livre juste après l'époque punk, je veux dire, bon, mais à partir de ce avec Laura Tapo, je suis devenu, entre guillemets, un écrivain. Voilà. Et est-ce que c'est pas vous, l'inspiration de Vernon Subutex, le dernier personnage de Virginie Despentes? Si Virginie sait ce qu'est le Subutex, oui, c'est moi. C'est un peu grâce à moi. Elle aimait bien le mot. Mais je ne suis pas Vernon Subutex. Je veux dire... une inspiration pour ce personnage. Tous les romanciers, on crée des personnages composites. Donc, Virginie,
je pourrais détailler toutes les inspirations de Vernon Subutex. Il y a des disquaires lyonnais, des amis à elle, tout ça. Bon, c'est composite, c'est un personnage composite, Vernon Subutex. Comme celui le plus proche de moi dans l'œuvre de Virginie, c'est Edouard Baise-moi. D'ailleurs, dans le film, c'est le rôle que je joue, il n'y a pas de hasard, donc voilà. Et le seul garçon sympathique dans Baise-moi, c'est le poète drogué du début qui se fait tuer. Le rôle donc, que je joue dans le film. Et là, oui, il y a entre moi ce qu'on lui avait raconté de moi, en fait, puisqu'elle ne me connaissait pas encore quand elle l'a écrit. Ouais. Et moi, oui, il y a un rapprochement évident. Vernon Subutex, moi, en fait. La musique, on va y revenir. Vous avez fait donc avec Asphalt Jungle courte carrière, mais comme vous dites, les mouvements sont très courts. Mais ensuite, vous avez été toute votre vie dans le rock'n'roll, dans la musique. Et à un moment, vous dites finalement, ça aurait pu être vous, Bachung. D'une certaine façon. Oui, j'aime pas raconter cette histoire parce que je veux dire, ça fait. Il y a Philippe Manœuvre dans l'équation, mais. Tout ça, non, mais c'est drôle. Mais oui, il se trouve qu'à un moment où Phonogramme cherchait des talents, dirions-nous, et que Bachung était un peu en reconversion, avec mes amis du groupe Bijoux, on fait une maquette qui avait deux usages. Pour moi, pour montrer ce que je peux faire, dirions-nous, puisque j'avais composé des chansons, et on voulait la proposer à Ronnie Bird, dont Bijoux comme moi étions des fans absolus, et qui devait faire un retour. Et même si Boris Bergman était un grand écrivain, écrit des chansons formidables, et qu'Alain Bachung a fait des choses aussi formidables et tout ça, ils ont préféré signer Bachung, ce que je comprends, il avait déjà une carrière depuis 1964, voilà, pas moi. Mais c'est Jean-William Toury qui me l'a dit, donc c'est... Ouais, mais enfin, quand même, regarde le saxophone. Oui, mais regarde quand même comment il est écrit, comment il est habillé. Non, mais regarde quand même comment il se comporte sur scène quand il se roule par terre. Regarde quand même comment il... Je dis, ouais, oh là là. Voilà. Mais quand Bachung reprend Céline du Gaufret, c'est tellement beau que je ferme ma gueule. Oui, on peut pas, évidemment, c'est un monument aussi du rock français. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous écoutez musicalement ? Plein de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Du blues, de la chanson française, mais vraiment Philippe Clay et compagnie, et de Léo Ferré, Gilbert Bécaud, en passant par Aznavour, en passant par Colette de Réal. Je veux dire, j'écoute des choses de puristes. Si j'écoute du rock'n'roll, ça va être un truc puriste. Je veux dire, bon, du rockabilly à Dr. Feelgood, on va dire, ou de la pop. J'adore la pop, ce qu'on appelle la pop. Plus il y a de violon, plus la mélodie est sublime, plus ça monte vers le ciel, plus je suis content. Pour moi, Héloïse par Barry Ryan, c'est un sommet absolu. Mayer is the Day, par Les Irrésistibles, qui a été numéro 1, et composé par William Scheller, c'est exactement ce que j'aime, quoi. Et j'écoute du jazz, j'écoute de la musique classique, j'écoute tout ça. Ce que j'écoute pas, c'est du rock lambda en pantacourt. Voilà, ça m'intéresse pas. Le rock américain, on va dire, c'est ça. Oh, les Anglais, les Français en font aussi. Ouais. Mais au-delà de la musique, il y a c'est finalement l'écriture qui vous a sauvé d'une certaine façon. Vous le dites avec Virginie Despentes et la suite. C'est une thérapie aussi, ce livre ? Non. Je sais pas comment dire ça. Ça me paraît un peu ronflant. C'est comme les acteurs qui disent « Oui, mais dans ce rôle, là, et tout. » Donc... voilà, j'ai raconté mes souvenirs, mes mémoires. C'est pas une autobiographie, puisque sinon j'aurais raconté quand je suis rentré à Best à Rock and Folk, quand j'ai interviewé Mick Jagger, tout le monde se fout. Et donc c'est un livre c'est entre le livre de souvenirs et l'essai, entre guillemets. Mais ça me paraît un peu ronflant de dire que c'est une thérapie. Je veux dire, je suis agréablement surpris par le relatif, le succès qu'il a l'air de... Bon, ça se passe bien. Les ventes, l'éditeur me le dit, ont l'air d'être au rendez-vous. J'ai eu une presse très flatteuse, et même presque trop, c'est-à-dire... Merci Frédéric Becbédé, mais vraiment merci du fond du cœur. Merci Frédéric. Mais quand il dit sa vie est un train fantôme, comme dans les évangiles, entre Oscar Wilde, Huysmans, Willy DeVille et Johnny Sander, la cour est pleine, quoi. Voilà, je veux dire, bon. Ça fait beaucoup. Heureusement qu'on peut pas se regarder dans la glace et prendre ça au sérieux. Il faut avoir de la distance sur soi-même.
Très bien, on va en parler de cette distance sur soi-même et continuer de parler de ce livre dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous souhaitez poser des questions à notre invité Patrick Eudeline ou réagir tout simplement, parler de vos années punk ou de vos années rock'n'roll. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. On se retrouve avec Patrick Eudeline, notre invité, pour son livre Perdu pour la France aux éditions Séguier, un témoignage des années rock'n'roll, punk, sur cette vie rock'n'roll. Avec nous, David, un auditeur qui souhaitait réagir ou poser une question. Bonjour David. Oui, bonjour. Écoutez, ça me fait très plaisir d'avoir Monsieur Eudeline au téléphone. Parce qu'en tant qu'ancien punk, entre guillemets, j'ai 55 ans, donc je suis plus tout jeune, il a été le fer de lance d'un mouvement. Et dans les années 80, quand je l'ai découvert, où j'étais ado, ça a été une révolution pour moi. Et c'est vrai, il a raison. À l'époque, on avait une liberté incroyable. Et tout ça est passé à une vitesse phénoménale. Et sachez une chose, Monsieur Eudeline, c'est que je vous suis parce que je sais que vous écrivez, enfin, je suis abonné à la Furia, donc je lis ce que vous écrivez aussi. Et j'adore ce que vous faites. Et franchement, restez tel que vous êtes intègre et vous avez jamais renoncé à vos valeurs. Et sachez que je suis de tout cœur avec vous. Merci David. Merci camarade. Une réaction par rapport à ce que dit David, l'intégrité, finalement, l'honnêteté, c'est ce qui vous caractérise? Je sais pas si ça me caractérise, mais c'est des valeurs importantes, non, quand même. Mais je veux dire, après, la vie vous force à composer sur des choses, mais il y a des choses sur lesquelles je ne pourrais pas et ne voudrais pas composer, oui. J'essaye, dans la mesure du possible, d'être honnête et intègre. Sur quoi vous avez composé, justement? Est-ce que vous avez fait des compromis à un moment? Il y a certaines idées ou choses que je pourrais penser. Je sais que ça serait mal interprété, que la lecture, je veux dire donc qu'on vit dans un monde tellement bipolarisé, tellement bon. Donc je fais attention à ce que je dis. Oui. Voilà, on va dire ça. J'ai des amis qui sont plus dans la provocation, en plus la provocation en tant qu'ancien punk ou punk éternel, j'en sais rien. Ça devrait me connaître, mais je fais attention parce que en plus je n'aime pas les procès d'intention et je m'en suis cogné un paquet. Ouais. Donc je fais attention à ce que je dis. C'est le seul compromis que je crois que je pourrais me reconnaître. Pour moi, essayer de faire un livre vendable ou un disque vendable, c'est pas un compromis, c'est la base du boulot. C'est autre chose. J'ai pas envie de parler à une minorité. J'ai envie que c'est... Quand on me dit, il y a un gamin de 22 ans qui s'est reconnu dans ton père, la description de ton père, un type complètement étranger au rock'n'roll, formidable, très bien. Je veux dire, j'écris pas pour un ghetto, pour une casse. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je dis aussi que le rock est un carcan. Je veux dire, voilà, il faut essayer d'écrire... Pour tout le monde, évidemment que c'est impossible et que c'est pas l'idée, mais on se comprend, quoi, voilà. C'est un peu l'image universelle de l'enfant face à son père, hein. C'est James Dean, Rebel Without a Cause, enfin ce côté de l'incompréhension des générations, c'est ce qu'on retrouve dans le livre aussi. Bien sûr, mais ce qui est drôle, c'est que ça a changé. C'est-à-dire qu'avec mon père, c'était une caricature, c'est ce que j'ai vécu, hein, de la situation dans les années 60, mais à l'époque des baby rockers, j'avais les parents des baby rockers qui m'appelaient. Patrick, vous pensez qu'on doit signer chez Phonogramme? Ils étaient tellement fiers, tellement contents que leur rejeton aime Eric Clapton et joue de la guitare comme Jimmy Page et s'habille rock'n'roll. Ouais. Parce que eux, c'était des fans de ça. Donc du coup, c'était étonnant que leurs enfants reprennent les codes. Ils étaient contents. Ils allaient ensemble du genre, tiens, tu viens avec moi voir les White Stripes et les Libertines en concert. C'est vrai qu'il y a eu cette période du revival rock des années 2000. Les parents qui avaient à l'époque 50 ans, qui avaient un rejeton de 25 ans, je veux dire, voilà quoi. Donc le conflit des générations, genre James Dean, ou genre ce que je raconte moi dans ce livre, ça appartient vraiment aux années 60, 50, 60, tout ça. Aujourd'hui, je crois que c'est plus compliqué et différent. On a au standard Dominique de Sète qui souhaite également réagir. Bonjour.
Bonjour, je ne sais pas s'il se souvient, mais je l'avais invité à 7 pour parler d'un de ses premiers livres. Et pour moi, c'est un pur poète. Il a une élégance, il a une vibration quand il est en face de vous. Je suis juste une maman, moi. C'est-à-dire que c'est mon fils qui le connaissait, Laurence. Et par Laurence, j'ai pu l'inviter. Et ça reste un moment mémorable. Juste une anecdote rigolote comme ça, puisque il y avait de la salade au repas et il a dit « Je ne mange pas de salade, je ne suis pas un lapin ». Je me souviens très bien de ça et ça nous avait tous fait beaucoup rire. Mais je l'adore et en plus il parle d'Héloïse de Barré-Ryan qui est un truc qui a une énergie, comme il a toute son énergie encore solaire et lunaire et nocturne et c'est bravo. Merci. Merci Dominique. Et je me souviens de cette Madame Gagnère. Vous êtes la maman de Laurence, c'est ça? Absolument, je suis la maman, moi. Je suis pas de votre génération, hein, je suis un peu plus tard. Je me souviens. Mais je suis une fan aussi, je suis une fan. En tout cas, bonjour et merci pour... voilà. Merci. Eh ben merci pour ce moment de souvenir et de vie à 7. Vous parlez aussi, mais avec humour, de la mort. Je sais que je mourrais ainsi d'un AVC devant un distributeur récalcitrant, distributeur d'argent. Vous appelez ça de l'humour, vous? Non, j'aime que le cash. J'aime le vrai argent. Hein. Ouais. Genre, comme dans les films de gangsters avec Alain Delon, tout ça. Hein. Le clan des Siciliens. Je veux dire, bon, c'est putain de cartes. On sait jamais, la banque peut vous avoir fait une saloperie, vous avoir pris, vous avoir bloqué votre compte, peut toujours... Chaque fois que je dois tirer de l'argent, c'est une terreur. Je me suis déjà évanoui. J'ai genre paiement refusé. Alors que j'étais persuadé, je me dis bon, ça va, là, le compte, ça va, tout va bien. Et non. Donc je ne... Voilà, et un jour, je ferai un AVC, un arrêt cardiaque, un machin, c'est comme ça que je mourrai. D'accord, c'est rigolo. Oui, ça peut. Enfin, c'est avec humour qu'on traite de ce sujet, même s'il est important, effectivement, hein, ça fait partie de ce monde sécuritaire, du contrôle total. Hein. La disparition du cash, ça va avec aussi. Ouais. Non, j'espère qu'ils ne le font pas, qu'ils n'arriveront pas à le faire, cette saloperie-là. J'espère que non. Parce que je veux dire, en même temps, eux, pour leur magouille, ça sera un peu embêtant. Comment ils font pour les valises de liquide portées, hein, voilà. Oui, c'est compliqué, c'est vrai. Hein, pour les bacs chiches, ce sera extrêmement compliqué. Voilà, donc je crois que ça va freiner les politiques, ça, ce truc-là. Ouais. Vous parlez aussi de lutte des classes, un peu dans ce livre, l'université sous domination rouge. Et puis votre père qui vous dit finalement, plutôt que d'écrire, allez massicoter des livres, hein, c'est pas plus mal. Et vous le faites pendant quelques semaines. Être ouvrier, sortir, être aussi ce français moyen, c'est quelque chose qui vous hante, qui a été une sorte d'angoisse. Mais après avoir écrit les livres, parce que je n'avais déjà écrit un, j'avais signé dans des majors et tout ça, je veux dire se retrouver à faire ça, et c'était très choquant que mon père, ça le gêne pas. Ça le gêne pas, tu vois, il dit oh, bah tu te rappelles. J'étais payé du boulot, une misère et tout ça, en plus c'était vraiment en intérim. Je veux dire, bon, et donc j'ai au moins, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, travaillé... non, je plaisante. Non, je plaisante pas d'ailleurs. Travaillé dans ma vie. Voilà, je sais ce que c'est. Bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que c'était absurde, ça servait à rien, parce que c'était... en fait, j'ai acheté un quart de gramme d'héros, j'allais voir un film idiot, et je gardais un peu pour la semaine, voir de quoi bouffer à midi. Ça partait très vite. Ouais, ça partait très vite. Merci beaucoup, Patrick Eudeline, d'avoir été notre invité sur Sud Radio pour Perdu pour la France aux éditions Séguier. J'espère que ce témoignage vous a donné envie de vous plonger dans les années punk et le rock'n'roll. Dans un instant, sur Sud Radio, vous allez retrouver Brigitte Lahaye. Je crois que vous rêvez de la rencontrer à nouveau, puisque vous la connaissez. Je la rencontrerai avec plaisir. À mon avis, elle ne se souvient pas, mais on s'était déjà rencontrés avec le professeur Choron. Ah bah, voilà, il y a longtemps, certes.